danser et à marcher en même temps. Donc j'avais le sentiment que la danse était quelque chose de familier. Et en fait, le spectacle et la danse sous le regard ou la danse sur une scène, pour moi, c'est quelque chose de terrifiant. Ça me rend absolument comme une statue. Je n'arrive pas à bouger, alors que je remue facilement. Et là, je ne pouvais pas. Et donc, je devais faire un stage où je devais approcher le corps avec la danse. Et alors, catastrophe, j'étais complètement angoissée, j'arrivais pas à bouger. Et dans ce fameux stage est venue une danseuse, et elle s'appelait Marianne Rachemeux. Ça fait toujours Marianne Rachemeux, et ça fait quelques années. Et ça a été une expérience très importante, parce que je ne pouvais pas bouger. C'était c'était un groupe d'art et de thérapie, c'était pendant ma formation d'art thérapeute. Et tous les comédiens se fichaient de moi, vraiment, ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais dans un état pareil. Et ils me disaient, mais enfin, toi tu danses d'habitude. Oui, mais là, justement, je ne pouvais pas. Et donc, Marianne est venue à côté de moi, et elle m'a beaucoup aidée. Et alors, à partir de là, je me suis intéressée. Moi, j'ai fait abonner au Théâtre de la Ville, donc j'ai vu tout ce qui est autour de la danse contemporaine, peut-être pas tout, mais beaucoup. Enfin, tous les gens qui ont été importants, en tout cas en France, et aussi aux États-Unis. Donc, voilà, donc mon expérience autour du corps et de la danse spectacle a été quelque chose de particulièrement fort avec toi. Et à l'époque, je m'étais déjà dit, un jour, je ferai quelque chose avec Marianne. Donc c'est aujourd'hui. Pourquoi j'avais envie de faire entendre un petit peu tout ce que tu peux faire passer, parce que là, tu étais en tant que danseuse, mais aussi dans la transmission. Et voilà, donc, on m'a demandé comment on travaillait avec les créateurs avant cette rencontre. J'ai reçu 2 mails autour de ça, donc voilà comment ça se passe. On se voit plusieurs fois. Merci à Andrés Montalvan qui est là aujourd'hui, qui est notre sculpteur cubain et qu'on a reçu il y a 2 mois. Donc on se voit plusieurs fois et vraiment c'est un voyage ensemble, je suis d'accord avec ça. On travaille, on essaie d'aller vraiment au fond de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez dire. Moi j'essaie de comprendre presque tout, mais en tout cas quelque chose qu'est-ce qui anime le créateur quand il est en face, quand il est face à ces questions. C'est aussi les miennes d'une autre manière. Mais là avec toi, je pense que j'ai dû beaucoup me bousculer à l'intérieur pour approcher un petit peu la danse. Donc j'ai lu, comme d'habitude, une foule de textes. Donc on bosse beaucoup avec les créateurs, on se voit très longuement, 4-5 heures, plusieurs fois. Et puis moi je réfléchis comme je peux, parce que je ne peux pas faire sans les mots. Je suis tombée dans la potion, et donc les mots, c'est très important. Alors je lis toujours des mots, miam, miam. Et en même temps, je lis énormément de textes et je réfléchis. Et j'ai lu plein de textes qui ne m'ont pas beaucoup intéressée, qui me semblaient très techniques. Et par hasard, j'ai pensé à un texte que j'ai lu il y a très longtemps, qui est apparu en 1936, qui m'avait ému à l'époque. C'est un texte de Paul Valéry. Et je l'ai relu, et il est génial, lisez-le, parce qu'il a peu pris une ride. Et je me suis dit, bon, j'ai toujours pensé que c'était un grand écrivain, mais en tout cas, il explique bien les choses. Et donc, il y a 2 ou 3 phrases que j'ai gardées comme ça, que j'aime beaucoup. Et il dit, entre autres, en parlant de ses philosophies de la danse, et il dit, il est beaucoup plus simple de construire un univers que d'expliquer comment un homme tient sur ses pieds. Et je trouvais que c'était toute la difficulté que j'avais, après tu pourras reprendre tout ça, Marianne, c'était toute la difficulté que j'avais, moi, à dire quelque chose de ce que c'était que la danse, quoi, et à le ressentir d'une autre manière. Alors bien sûr que la danse est un art fondamental, universel, hein, d'une antiquité immémoriale, on la trouve partout, c'est un rituel très fort, et qu'on retrouve dans toutes les circonstances importantes de la vie. C'est une célébration que j'aime profondément. C'est un art déduit de la vie même, puisqu'elle est l'action de l'ensemble de notre corps. Mais c'est une action transposée dans un monde, dans une sorte d'espace-temps, tu m'as beaucoup parlé du temps, c'est pas tout à fait le même que celui de notre vie pratique, de notre vie quotidienne. Hein. Donc elle est naturellement en rythme, mais elle est aussi forme. Et dans la conversation qu'on a eue avec Marianne, pour moi c'était un récit. Qu'est-ce que vous voulez? Pour moi tout est récit. Et Marianne disait, mais des fois tu vas nous reprendre ça. Elle est aussi forme, elle est aussi peinture, elle est lumière. Et en réfléchissant beaucoup et en regardant beaucoup, par exemple Pina Bausch, le magnifique film documentaire sur elle, je me disais qu'elle était aussi musique. Parce que Marianne va nous en parler, je lui pose toutes mes questions là, tout, il faut qu'elle réponde à tout. Mais elle est aussi musique elle-même, et ça c'est toi qui me l'as fait comprendre. Hein. Alors ce que j'ai aussi beaucoup entendu dans ce que tu disais, ressenti, c'est qu'elle était vraiment vie intérieure, hein, profondément, toute construite comme ça sur
des sensations de durée, des sensations d'énergie qui se répondent comme ça et forment comme une sorte de caisse de résonance et le danseur nous communique, quoi. Et nous en face, on est dans cette allégresse et on est dans le sentiment que nous aussi on danse. C'est ça que je trouvais assez intéressant. Alors peut-être que le danseur est celui qui sait vivre en lui-même toutes ces résonances et qui s'affirme comme individu, qui affirme un temps, un espace et qui nous le redonne. J'ai un peu compris comme ça. Et je vais terminer par l'autre phrase de Paul Valéry que j'aime beaucoup, qui est « Que faire devant la danse et la danseuse pour se donner l'illusion d'en savoir un peu plus qu'elle-même » C'est ce que j'essaie de faire là, vous avez bien compris. Hein. Parce que c'est elle qui sait le mieux et que nous, on ne sait pas le moins du monde. Donc je vais demander à Marianne de répondre à tout. En tout cas, Marianne, tu es danseuse contemporaine. Alors moi je suis danseuse contemporaine. Mon parcours au départ, quand j'ai commencé à étudier la danse, j'ai commencé par la danse classique. Les pointes. Pas tout de suite. Oui, non mais la danse classique c'est d'abord la danse, c'est de la technique et avant d'arriver sur les pointes, on commence par les demi-pointes. Non, parce que les pointes, en fait, techniquement, c'est très, très difficile. Et donc, en fait, non, on arrive sur les pointes, même si toutes les petites filles ont cette image de la danseuse avec les tutus et les pointes, c'est quelque chose que, normalement, n'importe quel bon enseignant ne va pas vous en donner les points tout de suite. Mais bref, peu importe. Et donc, moi, en tant que petite fille, c'est vrai que je ne me suis pas dit que je voulais être danseuse plus tard. Mais en tous les cas, voilà, j'ai fait de la danse de plus en plus. Et j'ai quand même assez vite compris, à partir du moment où je voulais peut-être en faire mon métier, j'ai assez vite compris que la danse contemporaine... Quand tu as commencé, tu avais quel âge? J'avais 7-8 ans. Alors là, j'aurais pu vous montrer des photos. Tu veux des photos? Je viens de brancher l'ordinateur. Donc, bon. Voilà, j'avais 7-8 ans et j'ai quand même assez vite compris qu'en danse classique, il fallait être soit étoile, enfin, ou soliste, soit on se retrouvait dans le corps de ballet, et c'est joli à regarder, mais à faire, je me suis dit, c'est pas là où je vais pouvoir m'exprimer, et j'ai quand même, dès le départ, la danse pour moi c'était ma forme d'expression. Et comme Chantal dit, elle, c'est pas le corps, c'est les mots, moi c'est pas les mots. Donc là, l'exercice que je fais aujourd'hui, c'est vraiment la première fois. C'est le corps. Convaincue, hein, Donc voilà, bon, assez rapidement j'ai compris que... Alors je ne me suis pas tout de suite dirigée vers la danse contemporaine parce que on a tous des images assez préconçues dans la tête. Et donc le peu que je connaissais de la danse contemporaine à l'époque, hein, c'était il y a longtemps, donc c'était sans doute moins connu que maintenant, c'était quelque chose d'assez ennuyeux. Et donc je pensais plutôt me diriger vers le néoclassique. Béjart, etc. J'ai même Béjart, Kilian, voilà. C'est-à-dire utiliser la technique classique, mais pas dans les grands ballets, mais avec des chorégraphes quand même contemporains. Sauf qu'en fait, ça fonctionne exactement comme le ballet classique. Il y a aussi la hiérarchie pareille, les solistes, etc. Et donc en fait, et puis surtout, j'avais pas du tout le corps pour ça. Le corps, parce que c'est des grands. Non, mais c'est... si jamais un jour vous avez des enfants ou vous connaissez quelqu'un qui veut rentrer à l'Opéra de Paris en petit, ils font une visite médicale. Pas seulement une visite, pas seulement comment tu danses, mais comment tu vas être plus tard. Et donc physiquement, il y a des critères de souplesse, d'ouverture du bassin, de taille aussi évidemment. Alors déjà moi la taille, mais ça on ne pouvait pas forcément le savoir, mais en tous les cas voilà. C'est maintenant ils le savent. Hein. Mais ils regardent. Ma nièce qui a 8 ans m'a dit qu'elle ferait 1m80. Ils lui ont dit à l'école maintenant, ils font des trucs. Ouais. En tous les cas, ils prennent carrément les radiographies, etc. Et puis vous avez le droit, vous pouvez rentrer ou pas en fonction des critères. Pas que, mais en tous les cas, ça c'est rédhibitoire. Ah, ça marche. Ouais, ah voilà. Ça, c'est quand j'ai commencé. Vous arrivez à voir où vous viendrez aussi. Donc, je devais avoir 8 ans. Voilà. Bon, bref, on va pas... et bon, je vous passe les détails, mais en tous les cas, je suis rentrée un peu plus tard, donc
quand j'ai vraiment décidé que peut-être je voulais faire ça, ou en tous les cas essayer, je suis rentrée dans un lycée où en fait je pouvais danser l'après-midi et le matin j'avais l'école. C'était le lycée Racine à Paris. Bon, ça s'est un peu transformé maintenant, ça s'appelle Option Danse et c'est différent. Mais là on faisait pas du tout la danse au lycée, mais on faisait les études, tout ça. Et quand je suis sortie du lycée, donc je me disais bien, je vais essayer de faire ça. J'étais pas du tout certaine que ça marcherait, parce qu'on ne sait jamais. Mais j'ai réussi, je suis rentrée à l'école par hasard, d'ailleurs, parce que j'avais pas tellement envie. Je me disais, bon, c'est pas ça, mais bon. Je suis rentrée au Centre national de danse, donc l'école qui apprend la danse contemporaine à Angers. C'est une école importante. C'est une école qui correspond en fait aux années 80 de danse. Parce que la danse contemporaine, ça a commencé dans les années 70 à peu près. Bah, en fait, non, avant, c'est début du XXe siècle. Alors là, on va pas faire un cours là-dessus, mais en tous les cas, disons qu'il y a eu vraiment une remise en question au début du XXe siècle pour se dire la danse classique, les tutus, les corsets, etc. C'est une possibilité, raconter une histoire, parce qu'à l'époque on racontait systématiquement, et c'est vrai que la danseuse était vraiment la créature éthérée, la plus légère possible, et donc il y a eu d'autres personnes qui ont cherché une autre forme d'expression et retiré les carcans. Ils ont cassé les codes, quoi. Oui, puis surtout, c'est comme le corset, quoi. Et puis ça correspond aussi à une certaine libération de la femme. Hein. Donc on retire les pointes, on retire les collants, on va danser pieds nus, on rapprochement dans la nature énormément. Donc Isadora Duncan, par exemple, c'est une des pionnières de la danse, rue de Saint-Denis, etc. Et c'est vraiment le début du XXe siècle, Marie Wigman, et c'est des courants, ils se sont rapprochés aussi de tout, de ce qu'on connaissait de la danse traditionnelle, donc les danses africaines, ce qu'ils eux imaginaient. Hein. Donc il y a eu beaucoup de danseuses à l'époque qui reprenaient des tableaux africanistes, ou la danse flamenca, l'espagnol, tout ça. Et puis plein d'expérimentations. Et puis c'est aussi l'époque où il y a eu Delcroze qui a fait la gymnastique rythmique qui a été très déterminante aussi pour les danseurs. Il y a beaucoup de danseurs qui ensuite ont été connus, comme Marie Wigman d'ailleurs, qui sont passés par son école. Et d'un autre côté, il y avait la Vanne aussi. Moi, je pensais que ça c'était la danse moderne et que la danse contemporaine c'était vraiment le courant des années 60. Oui, mais en fait la danse contemporaine vient de la danse moderne, sinon il n'y a pas de danse contemporaine. Donc c'est vraiment. C'est l'idée aussi d'expérimenter et d'inventer. Et donc la danse contemporaine, elle a été. Donc il y a deux gros courants porteurs, c'est d'un côté aux États-Unis et d'un côté en Allemagne. C'est Merce Cunningham. Alors, il y a Merce Cunningham, il y a Martha Graham, il y a Alvin Ailey, il y a Trisha Brown un peu plus tard, il y a Limone, Doris Humphrey, enfin tout ça. Alors après, chacun a développé des techniques et ils ont enseigné. Ce qui est important, c'est que tous ces gens-là, en fait, ont enseigné énormément. Et donc, la transmission était partie intégrante de leur recherche. Ils faisaient à la fois la recherche chorégraphique et du spectacle et à la fois transmettre. Et du coup, bon, voilà, chacun faisait sa propre recherche et chacun, à partir de tout ce qu'ils avaient appris, faisait sa sauce en fait. Et en fait, pour moi, la danse contemporaine, c'est ça. Et donc c'est là où moi je suis aujourd'hui, c'est-à-dire faire ma sauce. Et c'est... avec tous les apports de... Voilà, c'est ce qui est complexe, je pense, mais en même temps, c'est ce qui est riche, c'est-à-dire que la danse contemporaine, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que ça veut dire une danse d'aujourd'hui, donc peut-être que la danse contemporaine il y a 20 ans, c'est même plus, enfin on appelle ça la danse contemporaine, mais peut-être que c'est déjà moins plus... Enfin, il y a eu une révolution quand il y avait... Mais donc du coup c'est de... Ah bah oui, complètement. On sortait complètement, donc on sortait aussi du fait de je dois raconter une histoire. C'était... alors il y a eu les recherches qui pour moi sont complètement parallèles avec ce qui s'est fait en musique, ou ce qui s'est fait dans les musiques contemporaines aussi, et ce qui s'est fait aussi en peinture, donc dans l'art abstrait, dans le fauvisme, dans l'expressionnisme, etc. Et ben là, il y a un peu les mêmes courants. Donc effectivement, on est parti sur des choses très conceptuelles, par exemple Cunningham, où on a
désolidariser la musique et la danse. Donc on était capable de danser sans musique, ou en tous les cas, alors lui par exemple, il travaillait avec un compositeur qui s'appelle John Cage. Moi j'ai été dans l'école, mais à l'école c'est la technique Cunningham et il y avait un pianiste. Hein. Là, on ne travaillait pas comme dans les créations. C'était à New York ça. À New York. Donc j'ai fait le Centre national de la danse à Angers et là j'ai découvert ce que c'était. Parce que pouvait être la danse contemporaine, c'est-à-dire c'était pour moi un instrument que je pouvais trouver à m'exprimer. Parce qu'il y a des styles très très différents. Par contre, c'est quel style et comment travailler. Ça c'est venu après dans mes expériences en tant que professionnelle, je me suis rendu compte après quelles sont les différentes possibilités, méthodes et vers quoi on va, et ce que j'aime et ce que j'aime pas. Qu'est-ce que tu cherchais au départ? Tu savais déjà? Non. Tu voulais non, ce que je cherchais, c'était être danseuse professionnelle. Mais non, ça veut dire, c'est professionnel, ça veut dire faire son métier de ça et gagner sa vie. Donc, c'est pas parce qu'on est bonne danseuse que ça va pouvoir marcher. Donc, c'est toujours le doute en permanence. C'est quand même une des choses. Enfin, moi, j'ai jamais été une danseuse hyper douée. On se dit tout de suite, ah, la génie, le génie du siècle. Donc, à partir de là, j'avais des professeurs qui m'encourageaient et en même temps qui me disaient mais tu seras professeur. Parce que c'était un peu l'enjeu de dire bon. Alors bon, c'était des professeurs aussi qui étaient plus tirés vers le classique, donc effectivement, de fait, j'aurais jamais été danseuse classique. Mais voilà. Donc il y a ce doute perpétuel en fait qui habite, mais en même temps qui permet aussi de chercher et de trouver. Bref, donc après, je suis partie effectivement 1 an à New York, où là j'étais dans l'école de Cunningham, j'ai appris les techniques pures et dures, mais j'ai aussi été voir les techniques plus qui sont liées à Trisha Brown. Mais tout ça restait quand même assez technique. Alors c'était plus une expérience de vie qu'une expérience de danse vraiment, même si j'ai vu plein de danses différentes, mais disons que c'était plus une expérience de je suis toute seule dans un autre pays et je me débrouille quand même. Et donc quand je suis rentrée après en France, donc j'avais 20 ans, 21, j'ai passé plein d'auditions et j'ai été prise, ma première expérience c'était chez Régine Chopineau, qui fait partie des années de la danse contemporaine des années 80, parce qu'en France, ce qui s'appelle la nouvelle danse française, qui correspond à, donc, dans les années 80, le ministre de la Culture de l'époque, Lackland. Il a beaucoup fait maintenant, quand même. Disons que pour la danse contemporaine, il a été assez essentiel, puisqu'il y a eu le statut d'intermittent du spectacle qui s'est rénové et qui était beaucoup plus simple pour obtenir le statut et pouvoir vivre de son métier. Donc. Deuxièmement, il a créé les centres nationaux chorégraphiques. Et troisièmement, il a mis des subventions, un système de subventions en place assez important, ce qui fait que les jeunes créateurs de l'époque, les chorégraphes, ont réussi à avoir des sous pour faire leur spectacle, même des fois énormément d'argent, et des conditions, centres nationaux chorégraphiques qui permettaient en fait d'être comme un ballet classique, d'une certaine façon, de pouvoir payer ses danseurs et avoir des sous pour faire les créations, etc. Voilà. Et Régine, Régine Chopineau, elle fait partie donc, des chorégraphes de cette époque-là, qui était donc, elle avait un centre national chorégraphique à La Rochelle, et qui était donc quelqu'un qui était même dans une période où elle mettait beaucoup d'argent dans ses décors. C'était énorme. C'était énorme. Elle a fait plusieurs spectacles comme ça. Un qui est très connu, qui s'appelle Le Défilé, parce qu'elle a travaillé à l'époque avec Jean-Paul Gaultier. Voilà, où il a créé je ne sais pas combien de costumes, et puis c'était sur une scène de défilé. Voilà. Après, ils ont fait un truc avec un box, autour de la boxe avec un ring, et moi je suis arrivée à cette époque-là. Donc je suis rentrée dans sa compagnie, c'était pour un petit spectacle de rien du tout, puisqu'en fait on lui avait fait une commande pour faire avec des jeunes danseurs. Elle était qu'à moitié partante, donc elle a proposé de le faire aussi avec, de partager en fait avec ses danseurs. Et elle avait un danseur américain qui faisait de la danse moderne, un danseur anglais qui faisait du jazz,
et elle. Et donc c'était 3 styles complètement différents, et c'est pour ça je pense que j'ai été prise, parce que j'arrivais à peu près à... Voilà. Et je me suis retrouvée avec des talons hauts, un truc des pierres, un pierre comme ça. Il n'y a pas d'image de ça? Et vous avez des images? Ouais. Alors, on va des images, des pierres. Non, les pierres, je les ai pas mises. Hein. J'aurais dû. Voilà, donc le premier. Mais alors, c'était tourné. Je peux mettre plus grand. Vous arrivez à voir un peu, vous viendrez voir parce que c'est trop petit, quoi. On a un mail de chien. La prochaine fois, on sera dans une autre salle, justement, à cause de ça. Voilà. Bon, on n'était que 4 et donc c'était une super expérience pour démarrer parce que il y avait un rapport avec la chorégraphe qui était assez intéressant. Le thème? Oh bah, il n'y avait pas de thème. Alors justement, elle m'a complètement traumatisée parce que chaque fois je lui dis mais quel est le thème, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah ben non, ben non. Enfin, il n'y avait pas de thème. Si, chacun avait son thème. Régine, elle est partie sur la montagne. Alors on était habillés avec des costumes qu'on avait récupérés dans le prêt-à-porter de Gauthier, des trucs d'hiver. On a dansé en plein été. Avec un truc d'hiver. Ouais, alors on avait des gros bonnets, machin, tout ça. Et puis elle avait pris une musique, il y avait des comme ça. Enfin, bon. Il n'y avait pas de thème particulier. Voilà. Enfin, chacun avait donné son truc. Ouais, on va pas s'attarder parce que sinon... Ce que tu racontais, parce que ce que tu racontais quand même au niveau de ton propre travail, c'était que tu avais... Enfin, tu devais improviser. Alors en fait, donc après, j'ai continué avec elle et là j'ai commencé le premier vrai spectacle de la compagnie Chopino. Et je me suis retrouvée, donc on était 19 danseurs, en tutu, et en corps de ballet. Et alors le thème d'Anna, c'était Anamorphose, et elle est partie sur un texte de Lewis Carroll qui est Alice à travers le miroir. Et donc c'était un jeu. Ouais. Elle avait construit une structure en verre de 12 mètres par 12 mètres à 2,50 mètres de hauteur avec verre et acier et un grand miroir qui pouvait, de 12 aussi par 12, qui pouvait s'avancer, reculer et se balancer comme ça. Et voilà. Et donc il y avait 2 parties et les spectateurs pouvaient aller sous la scène pour la première partie. Mais moi, en tant que danseuse, j'étais un peu sceptique. Alors en même temps, c'était mon premier vrai boulot. Enfin, Et dans une compagnie quand même connue. Une compagnie connue, bien payée, des super studios, enfin bon, quand même, voilà. Et puis des gens intéressants, parce qu'il y avait 19 danseurs qui venaient de tous les pays. Il y avait un Chinois, 3 Anglais, un Tchèque, 2 Américains, enfin bon, il y avait tout. Bref, mais c'est vrai que j'étais quand même, voilà, à la fois intimidée et à la fois pas super, voilà. Après, j'ai continué avec elle sur celui d'après, qui s'appelait Saint-Georges. Donc là, elle était redevenue à des... C'était autour de l'art roman. Et c'est effectivement après ce spectacle-là où je me suis dit, j'ai arrêté. Parce que, en fait, même s'il y avait des thèmes, je me suis rendu compte qu'elle travaillait beaucoup autour de la forme. Et ce qui l'intéressait, c'était donc... un spectacle assez esthétique et assez formel, et où elle demandait la participation des danseurs à certains moments, comme la plupart des chorégraphes contemporains, et ça, moi c'est ça qui me plaît aussi. Mais les moments où on devait chercher, en fait, elle nous aidait pas à chercher à développer. Or moi, dans ma formation, j'avais été peu vers l'improvisation et la composition, qui sont des éléments en fait essentiels pour le danseur contemporain et qui sont finalement les éléments que moi j'avais envie de développer. Et donc, quand elle nous demandait, alors là en fait on avait des feuilles avec des dessins, des sculptures d'une cathédrale romane, et donc avec des personnages. Et il fallait choisir un personnage, par exemple un bonhomme comme ça, et à partir de là faire une chorégraphie. Et elle nous donnait genre un quart d'heure. Donc un quart d'heure dans le studio à chercher, et il fallait trouver. C'est pas qu'il fallait chercher, il fallait trouver. Donc tout de suite, et après elle regardait, elle disait ça oui, ça non. Voilà. Je prends pas. Je prends pas, et puis après on faisait à plusieurs, etc. Donc, et puis après elle le mettait en scène, elle mettait les trucs en scène. Donc c'est pas, moi c'était pas le fait qu'elle prenne des choses à moi. Le sentiment de pas avancer. Mais c'est juste que moi je commençais dans l'improvisation, déjà ça me donnait pas le temps de rechercher. Et surtout, c'était une époque, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important c'est de trouver son style. Or, moi je ne l'avais pas encore évidemment,
Et du coup, chaque fois que je prenais un élément technique, monter une jambe comme ci ou comme ça, je me disais, ah là, non là, ça c'est du classique, ah non, ça c'est ci ou ça c'est ça. Et du coup, ça bloque. Enfin, c'est difficile de sortir des choses. Or, elle n'était pas du tout dans l'idée de dire, ah mais si, ça va, il faudrait que tu ailles vers ci ou comme ça. Donc en fait, on restait sur quelque chose de très formel et finalement peu expressif de son état intérieur. Or moi, en fait, j'ai toujours eu envie d'aller plus au fond, ouais. Bah, pour moi, c'est ça, hein, la danse. Voilà. Et même par rapport au spectacle que je regarde, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des spectacles, par exemple, ce que je t'ai dit abstrait, c'est-à-dire qui à la fois racontent rien, mais qui n'expriment rien. Et il y a même une mode, dans certains, un courant plutôt qu'une mode, on va dire, dans la danse contemporaine, où il ne faut surtout pas exprimer, parce qu'on est là pour le mouvement. De même qu'une trace sur une couleur sur un tableau, voilà. Et donc ce que le chorégraphe veut exprimer, c'est le mouvement, éventuellement l'énergie, l'espace, etc. Mais c'est pas du tout ni de sentiment, ni d'émotion, ni tout ça. Et du coup, moi, c'est vraiment pas du tout par là que j'ai envie, mais moi, ce que j'aime, c'est quand il y a ce que j'appelle la tripe, quoi, et que du coup, un spectacle, effectivement, me fait de l'effet émotionnellement. Même si j'aime, quand je vois un danseur qui s'éclate, qui a le plaisir du mouvement, des fois, ça me suffit. Mais quand même, pour moi, en tous les cas, voilà. Et donc, c'est pas avec Régine. Donc, j'ai pris la décision de quitter Régine Chopineau, qui était quand même pas simple, parce que malgré tout, c'est une grande compagnie, c'est un salaire assuré, etc. C'est un grand nom. Donc, moi, j'ai fait à l'envers. J'ai commencé par le plus grand et après. Les plus connus, ouais. Non, mais comme on parle d'expérience. Donc voilà, donc je me suis retrouvée au chômage pendant un certain temps, dans les doutes et tout ça. J'ai travaillé, alors voilà, j'ai travaillé ensuite avec, alors bon voilà, c'était juste pour, j'ai montré Régine comment on travaillait, ça correspond à un tympan d'église, donc on se mettait dans des positions et tout ça. L'idée étant que si on va souvent dans une position assez longtemps, peut-être on va danser d'une certaine façon, que, voilà. Sauf qu'elle n'a jamais vraiment mis le truc en place qui permettait de ressentir. Tu l'as fait après. Ce que j'ai fait après. C'est-à-dire un vrai travail de posture qui est beaucoup plus orienté type Qigong, arts martiaux, voilà, avec Kitaïso et tout ça. Et là, par contre, j'ai découvert effectivement qu'est-ce que c'est le travail de posture et pourquoi c'est intéressant. Et comment c'est difficile. C'est très très difficile de rester immobile. Mais en fait, de se rendre compte que dans l'immobilité, quand on va pendant un long moment, s'ouvre tout un espace intérieur qui est infini. Ce qui fait que chaque sensation, chaque micro-mouvement, on finit par le sentir. Et du coup, quand j'étais dans cette direction-là, effectivement, c'est une des choses fondamentales maintenant qui m'habite et qui compose ma recherche. C'est d'aller autant dans le travail interne que vers l'extérieur. Parce qu'on a une danse, ce que je t'avais expliqué un peu, qui vient de Louis XIV, une danse occidentale qui est beaucoup plus tournée du danseur vers l'extérieur, le roi soleil, le rayon, et on est sur un truc lumineux. Et les danses qui sont plus orientales, mais même extrême-orient, en particulier, on a jusqu'à la danse contemporaine Buto, donc du japonaise Buto, où là on est complètement vers l'intérieur. Les danseurs Buto, ils sont carrément avec les yeux révulsés, c'est-à-dire les pupilles qui sont vers l'intérieur, donc les yeux blancs. Et c'est tout un travail vraiment autour de l'intérieur de soi. Et pour moi, donc en fait, dans la danse contemporaine, on a le choix. On prend ce qu'on veut. Donc il y en a qui ne sont pas du tout intéressés par cet aspect-là, et qui sont beaucoup plus dans voilà, le côté extérieur, le côté technique, le côté énergie, voire démonstratif, acrobatique, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont complètement tournés vers l'intérieur, comme le Buto, là on est complètement dans quelque chose d'interne. Oui, est-ce que c'est le Buto les uns les autres? Et le Buto, c'est une danse contemporaine japonaise qui s'est créée après. C'est très impressionnant, ils sont tous souvent. Alors, ils ont repris des choses de la tradition, donc effectivement, ils sont complètement
poudrés à la farine de riz en général. La plupart du temps, ils sont non, ils sont nus avec juste un truc, un machin pour voilà, un genre de culotte. Voilà. Et ils ont les yeux donc révulsés, ils ont en dessous ils ont du rouge et souvent il y a à la fin du spectacle il y a une espèce de farine de riz qui tourne comme ça. C'est très impressionnant, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est très fort. Et c'est énormément dans la lenteur la plupart du temps. Mais après, bon voilà, ça c'est le début, puis après ils ont été beaucoup plus. Et c'est tourner quand même beaucoup vers la nature et l'étude de la nature et être soi-même. On va jusqu'à travailler comment le papillon, la fleur, etc. Mais c'est aussi tout un tas de marches. Par exemple, de se dire, je ferme les yeux parce que c'est ma façon à moi de me recentrer vers l'intérieur. Donc dès que je parle de mon intériorité, j'ai tendance à fermer les yeux et en danse aussi. Parce que je ne sais pas faire les yeux révulsés. Moi, je vous aurais fait les yeux révulsés, ça aurait été bien alors. Non, mais ça fait mal à la tête. Non, mais c'est pas compliqué à faire, c'est juste que ça fait mal à la tête. Mais par exemple, de faire une marche, donc ça c'est tout un travail que j'ai fait largement après ça, où on se dit, alors c'est beaucoup le travail de la marionnette, donc se dire en fait on est une marionnette et donc on a un fil des fils qui nous tiennent au-dessus et donc après c'est trouver comment à l'intérieur du corps toutes les articulations sont détendues et le vide et le plein. Là ma jambe est pleine, celle-là est vide. Et donc ensuite quand je change mon poids du corps, je vais changer, c'est cette-là qui va se remplir et celle-là qui va se vider. Voilà. Donc ça fait des marches assez lentes et de se dire, c'est pas forcément très joyeux, mais de se dire le sol c'est tous nos ancêtres qui sont là. Donc on marche sur les morts. Donc on ne peut pas marcher comme ça. C'est juste, voilà, ça fait pas. Donc du coup, quand on a cette conscience-là et qu'on travaille ce genre de marche, effectivement, on est à l'intérieur et effectivement on est sur de la lenteur qu'on ne peut pas faire. Bon, après, il y a tout un tas de marches, par exemple, une où on est comme ça, et en fait, on a soi-même une marionnette qui est nue en dessous. Et puis au-dessus de nous, on a une grande marionnette de nous qui nous tient par les fils comme ça. Donc chaque fois qu'on avance, en fait, c'est le marionnettiste du haut qui me fait avancer, et moi je fais avancer celui qui est en dessous. Et en fait, au-dessus, du au-dessus, et encore au-dessus. Et puis encore au-dessus, encore au-dessus, encore en dessous. Et en bas, et en bas, en bas. Et après, après c'est des projections mentales. Hein. C'est pas toujours évident. Et il faut être dans un certain état pour y arriver. Parce que bon, y arriver comme ça, c'est pas évident. Et après, on peut se dire qu'on a les mêmes qui marchent sur le mur comme ça. Et puis à l'envers en bas, et à l'envers en haut. Et donc ça nous donne une projection au niveau de l'espace qui est complètement différente. Ce qui est intéressant là-dedans, en dehors du fait de se dire que mon espace interne, en fait, il est à la fois complètement infini et... enfin, moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'il est dense, il est plein, il est vide, il est changeable, et que l'espace extérieur aussi, en fait, se transforme. Et que c'est moi qui ai ce pouvoir-là de pouvoir transformer l'espace extérieur. Et qu'effectivement, l'air n'est pas vide, le mouvement n'est pas comme ça, mais il y a une résistance. Donc comment j'arrive à densifier mon corps pour que tous les mouvements deviennent avec une résistance. Et si je fais un travail interne, je vais amener le spectateur à venir vers moi. Et si je fais un travail externe, là, le spectateur, et donc je peux toujours jouer avec ça. Et comment créer le lien avec les autres. Et en particulier avec ses partenaires sur scène. Parce que moi, je préfère danser avec les autres que d'être toute seule. Donc voilà. Donc après, c'est tout le travail d'écoute. Et plus l'interne est dense et fort, et plus l'écoute est facile. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se regarder pour être ensemble. Donc après, tout ça, c'est des choses que j'ai développées et des pistes. Plus je approchais ce travail, plus je me disais, ouais, c'est vers là que je vais aller. Après,
Donc après, bon, voilà, je vous passe, j'ai fait un, voilà, c'est de la belle danse. Mais c'est pas ça que je voulais faire. J'ai fait un spectacle avec, ce qui m'a permis de me dire je suis quand même encore danseuse, après Régine, avec Ressus Hidalgo, et j'étais au Japon avec lui. Alors ça c'était super, parce que pour moi la danse, lui il est espagnol, mais il vit et travaille en France. Et là c'était un travail autour enfin, il était inspiré par une nouvelle de Kawabata, Les Belles Endormies, qu'on avait lu. Donc au début j'étais super très enthousiaste, on me disait ah, c'est cool, on va faire un truc avec un beau thème et tout ça, et puis je voulais chanter parce que c'était pareil, il ne m'a pas emmené là où j'aurais voulu. Ils sont exigeants les danseurs, on a remarqué. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait c'est encore une fois, c'est l'avantage et l'inconvénient de la jeunesse, c'est qu'on a plein d'énergie. Et donc, moi, j'étais très enthousiaste, j'avais envie de connaître tout ça. Et en même temps, au fur et à mesure, de se dire, bah, ce chemin-là, c'est pas celui où je vais me développer. Ça me correspond moins. Donc voilà. Donc, mais par contre, on a été au Japon, donc ça, c'était quand même super. J'ai mis la fiche de Tokyo. La seule fois où j'ai pu aller là-bas. On va le remontrer après. Et donc, en fait, ce qui a été pour moi déterminant, c'est ma rencontre avec Pierre Doussin, qui est donc chorégraphe aussi de la nouvelle danse française, et qui lui a fait un travail très important donc, avec les arts martiaux, avec la danse buto. Il est très connu pour ça, Pierre Doussin. Ouais. Et en fait, c'est à travers le travail que j'ai fait avec lui que j'ai découvert tout ça, parce que j'ai jamais, moi, été directement travailler avec les danseurs buto, par exemple. Mais on a fait beaucoup d'exercices. Alors j'ai connu Pierre à la fin de sa période très justement art martial, etc. Parce que je pense que malgré tout, j'ai été faire pas mal de cours d'aïkido. Et l'aïkido pur, j'avais un peu du mal quand même. Alors on a fait beaucoup de stages où il y avait danse, aïkido par exemple, et travail de la terre. Ou des choses comme ça. Où là, moi j'arrivais à rentrer dedans. Le travail pur de l'aïkido, surtout avec les armes et tout, j'avais un peu du mal. Le côté attaque. Mais par contre, tout le travail qui a été retranscrit dans la danse, du coup, m'appartient maintenant. C'est-à-dire l'ancrage au sol. C'est des danses qui sont, si elles sont aériennes, c'est parce qu'elles sont d'abord avec le rapport au sol, très important. Le centre. C'est une danse où alors, toutes les danses, on a besoin d'être centré, mais là en particulier. Voilà. Et puis lui, il a beaucoup travaillé avec aussi, en dehors de la danse moderne et contemporaine, avec d'autres arts et la rencontre. Donc il a travaillé avec une danseuse flamenca. Et donc le premier spectacle que j'ai fait avec lui, qui était donc l'atelier, on a fait énormément le travail de tous les zapateados. Donc on a mis des chaussures flamenca et on a fait ça pendant un an, le travail vraiment pur. Et du coup on l'a utilisé dans le spectacle. Et lui il a beaucoup travaillé aussi avec les danseurs africains. Et donc tout le côté rythmique c'est quelque chose de très très important pour lui et que moi j'adore. Et qui maintenant aussi pareil est quelque chose de très important. Parce que c'est vrai que autant je trouve ça magnifique de danser sur une musique, autant c'est assez génial de danser dans le silence et d'être à l'écoute, et d'avoir sa musique et ses rythmes aussi. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué parce qu'on aime bien changer les rythmes et trouver la musique qui va pile avec. Si on n'a pas un musicien avec nous, c'est pas forcément mieux. Donc on voit le spectacle. Et c'est toujours mélangé, hein. Il y a toujours le côté, comment on dit, aussi interne justement dans ce travail-là. Et puis donc après on a travaillé sur Vox Populi, qui était à nouveau cette affiche-là, voilà, qui est un travail avec des artistes de cirque. Parce que Pierre, à l'époque, il a travaillé beaucoup avec les artistes de cirque aussi. Et donc là aussi, ça a permis des belles rencontres. Et surtout, très important pour moi, c'est la première fois où je travaillais avec Nathalie Tissot, qui était danseuse avec Pierre.
Et en fait, on a trouvé, on a eu des parties où on était à 2 et où il fallait chercher parce que Pierre, il laissait vraiment ses danseurs chercher et lui, par contre, il essaye d'amener d'aller plus loin. Et proposer des choses. Ah bah oui, alors là, ce texte, là c'est autour des textes. On avait des textes de François Cervantes sur une histoire de catastrophe, de chute, etc. Et donc, on nous avait distribué les textes et il fallait trouver comment mettre en danse ces textes-là. Et sur un des textes qui était assez compliqué, où il y avait une histoire de zèbre qui était dévorée par les lions, on a trouvé le clown. Donc on s'est mis en clown pour faire ce texte-là. Et là, ça a été pour moi un peu une révélation. Parce qu'à partir de là, j'ai travaillé avec Nathalie, en duo. Et à partir de là, on a développé le travail du clown chorégraphique. Le clown, pour moi, c'était complètement libérateur. C'est-à-dire qu'en danse, et encore maintenant, il y a une espèce de... J'ai une sacralisation à l'intérieur qui fait que j'arrive pas à faire n'importe quoi, alors qu'avec le clown, je peux faire n'importe quoi. Enfin, pas tout à fait, parce que j'ai quand même la notion toujours du spectacle, de qu'est-ce qui est regardable, qu'est-ce qui n'est pas, etc. Donc il y a quand même toujours cette expérience de ça. Si je sais que je vais le mettre en scène, enfin, que ça va être regardé, évidemment, je ne vais pas non plus tout faire ça répond à des règles de construction, de temps, d'espace. Mais au niveau, la voix sort beaucoup plus facilement. C'est devenu un élément pour moi aussi de travail, alors qu'avant ça n'était pas. Mais c'est pas évident, on n'entend pas souvent les danseurs. Non. C'est pour ça que quand sur Vox il fallait parler, ça a été une des critiques, j'en ai pas comédien, voilà. Tout le travail vocal que j'avais abordé, j'ai fait des stages avec quelqu'un qui est issu du Roy Art, qui s'appelle Enrique Pardo, qui fait un travail théâtre corporel et vocal. Donc j'avais déjà beaucoup expérimenté la voix. Mais s'il fallait que je me mette à chanter une chanson comme une chanteuse, là, de la même façon que je peux dire des textes dans le spectacle, j'adore parler. Mais si on me proposait un rôle comme une comédienne, là, je n'ai pas les... C'est une autre manière d'utiliser la voix, quand même. Ouais. Et puis c'est une autre manière d'aborder, alors ça on l'a beaucoup vu, d'aborder le travail. C'est-à-dire que quand on a travaillé avec des comédiens, c'est très compliqué pour nous en fait, parce qu'il faut la psychologie, il faut discuter du personnage, il faut qu'il ait son passé, Nous, pas du tout. On va le trouver après, mais en fait, alors dans la manière où, dans tous les cas, moi j'ai travaillé, et ce que j'aime, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire une création. Mais moi, ce que j'aime, c'est d'abord d'expérimenter, d'abord la recherche, d'abord le corps, autour éventuellement d'un thème, avec des restreintes, parce que c'est ça qui va permettre d'avoir des... Mais en tous les cas, d'abord, voir ce qui se passe, expérimenter, et après, on construit. Vous vous mettez dans un studio, vous cherchez ensemble, ça se passe tout seul ou ensemble, en improvisation, en règles, tout ça. Et si on a des personnages, parce qu'on a travaillé sur des personnages, surtout avec le clown, plus ça va dans le clown, plus il y a des personnages, les vieilles, on a fait des vieilles, on a fait plein. Mais on expérimente, on voit ce qui se passe, les situations se mettent en place, etc. Et après on se dit, ah bah oui, tiens là, elle peut être triste, ou alors oui, elle est gay, ou alors là, on pourrait dire que... Et après, des fois, dans l'improvisation, il peut arriver quelque chose de très concret. Moi, on travaillait les vieilles, on s'était dit, on est 3 vieilles de dos, et qu'est-ce qui se passe? Donc on avait fait une improvisation, on était assis sur des petits tabourets comme ça, et on nous voyait de dos, et donc la vieille, c'était tout le travail courbé pour moi, c'était ça. Et à un moment donné, je me suis mis dans la tête, j'avais mon petit tabouret au cimetière, et j'allais tous les jours au cimetière. Enfin bon, je m'étais fait toute mon histoire dans la tête. Mais j'ai pas besoin de ça, et ça ne veut pas dire que si on garde ce qu'on a fait, ou si on essaie de le construire à partir de là, je vais avoir besoin de retrouver cette histoire-là pour le faire.
Alors qu'avec un comédien, il y a tout ce travail-là. Et c'est vrai que du coup, c'est compliqué. Nous, on a besoin de transpiration, de sentir, d'odeur, de toucher, de contact, parce que la danse sans contact, pour moi, c'est quand même compliqué. De goûter, tous les sens en éveil, la vue, l'ouïe, l'odorat, enfin tout. Et du coup, de sentir. Et à partir de ces sensations-là, je peux construire. Enfin, dans tous les cas, c'est comme ça que moi j'ai. Et c'est là aussi où moi, mon intellect va être moins autocenseur. C'est-à-dire que, ce que je vous disais tout à l'heure, ah, ce bras-là ou cette jambe-là, ça fait penser à tel style, ou tel style, ou tel style, c'est trop dans la tête. Donc j'ai besoin d'abord d'être dans le corps et dans les émotions et dans la sensation, et après dans la tête. Alors au fur et à mesure des années, et avec l'expérience, évidemment, il y a quand même la tête qui rentre en ligne de compte malgré tout. Donc il y a aussi des idées avant, il y a quand même des concepts qui rentrent en ligne de compte, etc. Mais c'est pas ma base, c'est pas ma nourriture. Le corps et l'intérieur du corps. Ouais. Pour moi, c'est vraiment important. Après, trouver les thèmes de base, par exemple, de travailler complètement dans le vide en me disant je me mets dans un studio et je danse, ça, c'est pas facile. C'est comme la page blanche, j'imagine. Si tu sais pas par quoi tu vas démarrer ou de quoi tu veux parler. Donc là, vraiment, c'est un peu pareil. Non, il faut quand même se dire, ah bah tiens, enfin, il faut avoir quelque chose au départ. Alors après, ça peut être une contrainte d'espace, tout simplement. Par exemple, comme je me lève debout, voilà. Ça peut être une contrainte, mais il faut avoir une certaine contrainte de thème, etc. Voilà. Et votre travail, Nathalie Tissot et toi, par exemple, sur Gorge? Alors attends, parce que je voulais juste montrer après ça, j'ai un petit film de 2 minutes. Voilà. Qu'est-ce que c'est celui-là? Alors là, en fait, c'est un travail qu'on a fait avec Pierre qui s'appelle Opus, qui est un espèce de best-of de ces différentes de morceaux de ces pièces, et où on voit le travail, tout le travail rythmique, Voilà. et tout le travail... Quoi? Ça. Dis oui. La barre du diable, Ouais. Qu'est-ce que je fais? là. Il dit certaines fonctionnalités ont été désactivées. Activez-la. Fiable, ce qui est fiable. Cliquez ici pour activer les fonctionnalités. Approuver. C'est bon. J'ai approuvé. Voilà, c'est bon. Marche. Ça dure 2 minutes. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Sur le début, en fait, on a les chaussures, on est sur les abattoirs, et après, c'est plus
juste des extraits de Vox, où là il y a le texte. Il y a aussi le travail rythmique. Et sur la dernière partie, en fait, là, on est plus sur une histoire justement d'écoute. Où c'est à part. Alors, dans le spectacle, il y avait de la musique, mais c'est surtout par rapport au texte qu'on avait écrit et par rapport au fait de s'écouter soi-même. Parce qu'on avait chacune une partition qu'on a construit ensemble, en fait, qu'on a mis du temps à construire, tellement de temps que moi, à la fin, avant la première, peu de temps avant, c'est toujours pas écrit, parce que Pierre, il nous laissait faire, il nous donnait cette confiance, mais moi, j'avais pas l'habitude à l'époque. Et donc, c'est aussi avec Nathalie, à ce moment-là, où elle m'a beaucoup appris, aidé, et on s'est trouvés ensemble, justement, cette complicité. Et à partir de là, on a beaucoup travaillé ensemble après. Donc, il y a un film aussi sur le site, tapez Récit de la création, Marianne, et il y a un film aussi que vous pouvez voir. Ah voilà, là je vous ai mis différents clowns de différents spectacles, c'est Vox les premiers, puis ensuite des spectacles différents qui nous ont amenés à la rue. Et donc ça, pour moi, ça a été aussi, c'est quelque chose que j'adore. Le spectacle dans la rue, c'est quelque chose, le rapport au public est complètement différent, beaucoup plus direct. Et interactif, puisqu'on peut jouer avec. Et donc, on peut aller toucher quelqu'un. Alors, on apprend, hein, parce qu'il y a des gens qui réagissent mal. Non, mais réagir mal, ça veut dire réagir mal, ça veut dire être agressif. Après, on sent quand quelqu'un n'a pas envie, il n'a pas envie, on laisse. Il y a des gens après. Heureusement, c'est pas souvent, mais la plupart du temps, on est intimidé comme ça. Moi aussi, hein, si on vient me chercher un spectacle de rue. Mais en même temps, il peut se passer quelque chose. Et voilà, enfin, c'est un rapport au public et à l'espace aussi, puisque la rue, c'est toujours différent. Donc c'est une histoire où on s'adapte en permanence. Le même spectacle ne peut pas être pareil, parce que là, il va y avoir un arbre, là-bas, il n'y a pas, enfin, etc. Le public, il est là, d'un coup, il va être partout. Donc nous, on a fait un truc pour face, et puis il y a des gens derrière. Donc il faut quand même les prendre en compte, enfin tout ça, quoi, tous ces rapports-là. Puis il y a un chien qui aboie, et puis il y a un bébé qui pleure, et puis... Donc la rue. Voilà. Donc là, c'est un tas de spectacles de rue qu'on a emmenés. Depuis La Brigade, qui est un autre spectacle de Pierre, où là, on était encore sur un travail vraiment très rythmique et burlesque, puisqu'on était des flics en rue, mais on s'était fait avec des grandes chaussures, donc ça avait des grosses godasses. Ça s'est appelé d'abord la Brigade des grosses godasses, et puis après, ça s'appelait plus que la Brigade. Donc j'avais des chaussures qui faisaient du 45. Avec des autres chaussures à l'intérieur et des fers en dessous, des fers de claquettes. Et donc, on faisait tout un travail de chant. Alors, les chansons très connues à la rue, c'est ça qui fonctionne aussi quand même. Mission Impossible, Le Grand Méchant Loup, enfin, ce genre de choses. Mais rythmé, et puis après, tout un travail de théâtre, plutôt théâtral d'ailleurs. Voilà. Et puis là, c'est notre dernier spectacle. Alors ça, c'est tout. Ça s'appelle L'impatience dans le jardin. Et après avoir été en salle... C'est celui qu'on voit sur le site. Hein, c'est celui qu'on voit sur le site, mais sur le site... ouais, enfin, il y a une partie déambulatoire, le marché, puis après, il y a une partie fixe qui vient directement parce que ça a d'abord été un spectacle de salle. Et c'était aussi une véritable révolution intérieure pour toi. C'est quand tu parles de Chopinot, là, et quand tu arrives au spectacle de rue, c'est en passant par l'apport de la langue japonaise. Ah oui, complètement. C'est une transformation aussi quand on... C'est aussi une maturité, c'est-à-dire devenir... Alors, c'est toute ma difficulté quand on dit Marianne Rachmi, danseuse, chorégraphe. Ça veut dire quoi, chorégraphe? Parce que tu vas créer des spectacles avec Nathalie Tissot. Oui, mais j'ai créé des danses plus que des spectacles. Les spectacles, c'est plus elle, en fait. C'est plus nous, ou elle qui nous... Enfin, mais c'est vrai que moi, toute seule, je ne suis pas quelqu'un qui va créer une compagnie. Jusqu'à maintenant, dans tous les cas, j'en ai pas eu le désir et je ne pense pas que je l'aurai. On sait jamais. Voilà. Et donc d'être à la base d'un projet chorégraphique, c'est-à-dire de faire un spectacle avec d'autres. Pour le moment, en tous les cas, j'ai pas eu, j'ai pas eu de, comment dire, de, 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 de,
cette nécessité en tant que moi proposer, être voilà. Par contre, le faire avec quelqu'un, oui. Alors, c'est toute la difficulté en tant qu'interprète, c'est Marie Wigman qui dit quelque chose d'assez joli là-dessus et en même temps assez fort, c'est on est un outil. Donc on sert d'instrument pour les autres. Comment faire pour qu'on serve d'instrument mais qu'on soit soi-même et en même temps qu'on puisse s'exprimer soi-même. Donc en fait, moi, ça a été un peu toute ma recherche entre... voilà. C'est pour ça de travailler avec plutôt telle personne ou telle personne et tel cadre aussi. C'est vrai que quand j'étais avec Pierre Doussin ou avec Nathalie Tissot, on était dans un cadre un peu famille. On est un peu la compagnie, il y a quelque chose de rassurant. Moi j'ai besoin. Le côté grande compagnie, ballet à plusieurs, avec des histoires de peut-être distribution, j'ai vécu ça aussi. Jeune, etc., de compétition, de se dire c'est toi qui vas avoir ce rôle-là, ça pour moi c'est juste pas possible. Je ne peux pas me sentir à l'aise et travailler dans ces conditions. Donc je l'ai fait et c'est juste, c'est trop dur. Pour moi. D'autres, il y en a. Très dur, bah, dans la danse contemporaine, normalement pas. Parce que c'est des plus petits groupes. Et parce que, enfin en tous les cas, moi c'était comme ça que je le concevais, c'est qu'on travaille avec la personne et on n'est pas irremplaçable. Or, en fait, c'est fou. Parce qu'on se rend compte que malgré tout, quand il y a un problème et qu'il faut quand même faire le spectacle et qu'il faut trouver un remplaçant, on le trouve. Mais en tous les cas, c'est quand même l'idée de créer avec la personne. Enfin, quand on fait ce spectacle-là, c'est avec vous ou avec vous ou avec vous. C'est pas Monsieur X qui pourrait être Monsieur Y. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Et donc, pour moi, chorégraphe, finalement, c'est être capable de créer sa danse. Pas que mettre un spectacle en scène. Parce que ça, pour moi, voilà, c'est pas ma tasse de thé, peut-être ça le sera un jour, mais je crois pas. Parce que je pense que ça fait pas partie de ma personnalité d'être en avant, à devoir... C'est beaucoup de travail parce que ça ne concerne pas que la danse, en fait. Il faut concevoir, il faut produire, parce que surtout quand on est une petite compagnie, il faut tout faire. Il faut se communiquer, il faut faire la publicité, il faut vendre le spectacle, enfin, tout ça. Ce que j'ai fait avec d'autres, mais... j'aime pas, c'est pas... les premières répétitions, on a fait ça dans un studio, donc comme je disais tout à l'heure, on s'est mis toutes les deux, on se disait, ah tiens, on aimerait bien travailler ensemble. C'était après ma première fille, donc ça aussi ça change un peu. Et comme on avait beaucoup travaillé avec un homme, on avait envie de se retrouver entre femmes. Développer le duo, qui était important. Et on avait fait un duo de clowns juste avant, donc on s'était dit, non, là, on va faire de la vraie danse. Quand même. La danse sérieuse, il faut... Donc on est parti, on a travaillé, donc on a cherché des grands mouvements, etc. Et puis elle nous a amené le thème de la gorge et la bouche ouverte. Voilà. Comme quoi, un thème, ça peut être très... Et à partir de ce thème-là, et donc la femme, et on avait aussi... Alors on avait deux envies, de faire de la vraie danse, et de travailler autour de la femme, de représentation, et d'aller dans le côté trash aussi. Alors ça nous a donné deux parties complètement différentes, une partie numérique, où on a fini par travailler avec un masque, avec une bouche grande ouverte. On a travaillé avec Montalban, c'est lui qui nous a fait les masques, qui nous a fait des projections. C'est là aussi on a fait les projections, un travail de photo et tout, puis on s'est rendu compte que c'était compliqué sans moyen. Et le travail de la gorge. Et donc la gorge, c'était de se dire, d'abord c'est une partie très fragile, qu'on dévoile jamais. Et que si on la dévoile, on peut imaginer une gorge féminine, mais un homme faire ça, pas trop. Mais bon, et donc on a toutes les postures du corps à partir de montrer sa gorge. Et donc ça nous a donné les masques à Iron-Bouche. Et donc tout le travail, quand on a un masque qui est du corps, de l'expression du corps, et de devoir donner et porter un masque mais vers le public, donc face public, sinon là, voilà, ça marche pas. Et puis, pour montrer vraiment la gorge, on a fini par se masquer complètement le visage. Et après, on se disait, non mais vraiment, voilà, on fait notre propre truc, on voit rien, on respire mal, on se met dans des positions complètement incroyables. Mais bon, voilà. Donc on a fait aussi toutes les danses de partir, comme
comme ça, et de lâcher pour revenir et de reprendre avec tout cet étirement vers le ciel. Et puis ça nous a donné aussi les images, on a été chercher les images dans les peintures, on a trouvé des choses, pas beaucoup, avec la gorge ouverte, pas beaucoup, pas ouverte ou offerte, mais un peu, il y a un côté spirituel forcément, puisque ça donne le regard vers le plafond. Voilà. Donc on en met. Et puis c'est un travail sur le parallèle, donc même moi des fois, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, je me souvenais plus qui est qui. J'ai besoin de voir 2-3 images. Et on a regardé ensemble, je ne savais plus où elle était. Maintenant ça y est. Parce qu'il y a aussi des enveloppements de tissu aussi. Alors après il y avait tout alors c'est Nathalie, hein, on fait tout. Donc là c'est de l'autoproduction, enfin presque. Donc le travail plastique c'est Montalban. On a eu besoin après de travailler avec un musicien qu'on connaissait déjà, donc un pianiste et une chanteuse. Et en fait parce que cette bouche ouverte c'est aussi la voix. Ah, ça c'était. Et donc en fait le travail vocal c'était la chanteuse qui faisait tout un travail avec comme si c'était nous un peu qui parlions et qui sortions des sons alors que nous on sortait pas de sons. Voilà. Donc je propose, alors je sais pas comment ça va fonctionner. Moi j'avais été très impressionnée par ce travail, c'était fort. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on est assez interpellée dans tout ce que vous avez montré. L'année dernière, il y avait une structure. C'était toi qui avais fait la structure derrière, Montalban, derrière. C'était très chouette. DVD, voilà. Et la chanteuse aussi, elle était extraordinaire. C'est ça? Beso pour le son. Oui, je ne peux pas tout faire en même temps. Mais là, on voit rien du tout. Tu ne peux pas play, il n'y a rien. Hein? Ben oui, mais il y a un truc qui sort tout seul. Tout va bien, ça fait ça. DVD. Il y a quelque chose ou pas? Non. Bien, Montalban, parce qu'on aurait bien voulu au moins publier ça, parce que c'est très fort. Il est pas sur YouTube. On va peut-être dire en même temps. Bon, je te laisse le trouver. On peut continuer à parler en attendant. Et donc après, on a continué à travailler toutes les deux ensemble avec d'autres danseurs, ou toutes les deux. On a développé... Alors, le côté clown, on a continué. Dans ce spectacle-là, en fait, en Gorge, il y avait toute une deuxième partie où on était justement sur un côté plus exagéré, on va dire, parce que c'est pas tout à fait burlesque. On faisait un espèce de défilé, voilà. Un défilé... C'est très joli ce petit théâtre, vous l'avez fait aussi. C'est très bien. Plein écran, ce sera bien. Ça va, c'est mieux? Ah, enfin! Alors, on va commencer. On va regarder. Merci Montalban. Les sculpteurs, ça sert à quelque chose, hein? Alors là, en fait, c'est ce qu'on appelait les animaux. On avait le masque ici, en fait. Et alors, le but du jeu, c'est de savoir où je suis. C'est à gauche. Et donc, ce qui est important aussi dans cette chorégraphie, c'était donc le rapport ensemble et la complicité qu'on avait. Qu'on a développé, qu'on a créé. Vous voyez, vous êtes prêts? Retiré les masques et donc ce qu'il y avait en dessous c'était un autre masque. On avait fait des petits trous pour quand même arriver à voir l'autre.
aussi important, là, vous voyez, la chanteuse qui était extraordinaire aussi. C'est la structure de Montalban derrière. Avec une projection, donc les photos qu'il avait faites, en l'occurrence, ça c'est les sculptures. Après 4 ans, du coup, les musiciens faisaient complètement partie, enfin, on avait réussi à les mettre à l'intérieur, donc dans la deuxième partie, ils bougent le piano, ils se changent, etc. Ça, c'était très chouette aussi. Travailler sur la gémellité. Oui. Voilà. Après, on passe dans la deuxième partie, donc on est sur un autre univers. Alors, ce que vous avez vu, c'est la fin de la première partie, donc il y a quand même, enfin, c'est le climax, donc ça monte, effectivement. Au départ, il y a tout un jeu avec des grandes robes, des grands tissus, et ces masques et ces personnages qui deviennent sorcières, qui se déshabillent, qui vont... Il y a toute une évolution. Et puis après, on arrive dans un côté, alors là, on fait des bodybuildeuses, des catcheuses, et on finit par se scotcher partout pour se relever les seins et les fesses. Et voilà. C'était toute la présentation de la femme. On avait travaillé voilà, sur ce côté image de publicitaire, et normes physiques imposées. Et, voilà. Et on s'était dit, bon, ça donnait quelque chose finalement assez stylisé au bout du compte, parce que au départ, moi j'avais envie, ça m'interpellait, c'est les combats de catcheuses dans la boue. Et de voir tous ces hommes qui regardent ces femmes en train de se battre. Et donc moi j'aurais bien voulu mettre de la boue sur scène et qu'on se batte et tout ça dans la boue. Mais c'était un peu compliqué, donc on a fini par se battre sans boue. Et voilà. La moitié à poil. On n'était pas à poil, mais on a symbolisé la nudité. Voilà. Et puis après, effectivement, on était dans un côté où on s'est cherché des représentations, un peu grand chapeau, très paillettes, etc. Et on finissait sur cette histoire de chirurgie esthétique, de se dire il faut, voilà, et dans la danse c'est très important, comme le corps est très important, forcément il y a des normes, et c'est aussi de se dire que d'accepter le fait qu'on ne soit pas forcément exactement dans la norme, et voilà, d'accepter que le corps qu'on a pour la danse qu'on fait, ce qui n'est pas forcément évident, même en danse contemporaine. Vous faites devant combien de personnes? Là, c'était un petit théâtre, donc je crois qu'il y a une femme, je sais plus, une centaine de places. Ouais. Mais c'est un théâtre qui est à Paris, dans le 20e arrondissement, qui s'appelle Le Regard du Cygne. Si jamais vous avez l'occasion, qui est assez spécialiste danse et musique. C'est pour ça qu'il y avait un piano à queue.
Ça, c'est le problème de ce spectacle, c'est que la tournée, il fallait trouver un piano et c'est pas forcément évident. C'est bien, n'hésitez pas à poser des questions à Marianne, parce qu'on est aussi limité par le temps, donc c'est bien. Mais du coup, là, le rapport scène-salle est très particulier parce que les spectateurs sont très proches. Et c'est un théâtre qui est magnifique, qui a une âme, mais en même temps qui est très compliqué parce que d'abord, il a un poteau au milieu, enfin juste devant la scène, et ensuite, il est très large mais peu profond. Ce qui fait qu'il faut repenser les spectacles, et en particulier celui-là. On était très près de vous. Ouais, et en particulier celui-là avec le masque qui est complètement dirigé vers la face. Et le problème, c'est que du coup, on l'a remis en scène pour l'espace et on a joué avec ça, avec la structure, du coup, pour la faire bouger, etc. Sinon, ça devenait trop statique et pas très intéressant. Voilà. Mais après, en fonction des spectacles, ça dépend des lieux. Avec Régine, quand on était sur la structure en métal et en verre, c'était que des lieux qui ne pouvaient pas être des théâtres. Il y avait très peu de théâtres qui pouvaient accueillir ce genre de spectacle. Donc en règle générale, c'était des lieux plutôt comme la Grande Halle. Donc on a joué à la Grande Halle. Voilà, des lieux qui peuvent être modulables. Avec le spectacle Vox Populi, par exemple, il y avait des acrobates, donc il y avait besoin de hauteur. Donc pareil, il y a certains lieux. Alors là, les théâtres, oui, certains théâtres, oui, puis d'autres. Et c'était aussi, on était 14, je crois, parce qu'il y avait des musiciens avec nous. Il y avait 4 musiciens, une chanteuse, 4 acrobates. Enfin, il y avait plusieurs distributions, donc il y a eu 4 ou 5 acrobates, jongleurs et tout ça, et 4 danseuses. Donc ça faisait beaucoup de monde et c'était un grand espace. Donc on l'a joué aussi, par exemple, à la Grande Halle qui nous avait accueillis. Et ça, c'est des expériences, par exemple, qui sont super intéressantes pour nous parce qu'à la Grande Halle, ils nous donnent... Ça a toujours été des sessions de plusieurs jours. Donc on monte le spectacle 1 ou 2 semaines. Ce qui en danse est rarissime. C'est pas du tout comme il n'y a pas le public comme il y a le public de théâtre. Et donc en règle générale, on prépare un spectacle. D'ailleurs, c'est assez frustrant. On travaille un spectacle pendant longtemps et on a 1 date, 2 dates. Et après, si on l'a vendu, il y a des gens qui tournent beaucoup. Hein. Il y a quelques compagnies, mais c'est un peu, c'est comme ceux qui gagnent leur vie en chantant, hein, il y en a pas beaucoup. Voilà. Après, la plupart des compagnies, parfois, on a 6 mois avant la prochaine date. Donc le truc, c'est que ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, c'est qu'avec Pierre et Nathalie, un spectacle n'est jamais figé. Parce que c'est le principe du travail, mais c'est aussi par la réalité, quand on le reprend 6 mois après, du coup on est obligé de travailler longtemps, on ne peut pas juste le prendre en un jour. Du coup on retravaille au moins 1 semaine, voire 10 jours, et du coup il se retransforme. Et au mieux, c'est s'il y a les mêmes personnes, parfois il faut changer l'interprète. Donc c'est pour ça que Vox, par exemple, il a eu 3 versions différentes, parce que les artistes de cirque sont partis travailler ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions pour Marianne ? Et actuellement Alors voilà, j'enseigne énormément. Parce que parallèlement à ce travail-là que je vous ai montré, qui est quand même le travail des créateurs, il y a l'enseignement. L'enseignement, en fait, je l'ai commencé avec Pierre. Parce que lui, dans le travail de la compagnie, l'enseignement et la création sont en parallèle, toujours. Dans tous les projets. Soit par des projets sur des missions dans une région où là, d'un coup, on rencontre tout un tas de gens, soit dans des écoles, soit etc. Donc moi, j'ai commencé... il se trouve que j'ai passé mon diplôme d'enseignante pile au moment où j'ai rencontré Pierre. Donc quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai tout de suite été mise en situation. Et voilà, et donc depuis, j'enseigne un peu dans des situations différentes. Et maintenant, depuis 9 ans, régulièrement dans un endroit avec des enfants particuliers, essentiellement avec des petits. Donc j'ai beaucoup travaillé en maternelle, en école primaire et dans les cours réguliers avec des enfants tout petits. J'ai même des... Je réouvre le truc, si je sors de là.
que tu essaies de leur faire passer? Qu'est-ce qui est important? Alors en fait, tout ce que je vous ai dit par rapport à moi, mon investissement, etc., c'est pas forcément évident de le faire passer aux tout petits. Parce qu'eux, ils sont dans l'exploration du corps encore, de la découverte, dans le jeu. Mais malgré tout, ce que je te disais, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas beaucoup d'élèves où je me dis, ils vont aller loin, techniquement parlant. Donc, qu'est-ce que je peux leur donner? Et qu'est-ce qui, moi, m'a habité depuis longtemps, c'est que j'ai pris énormément de cours. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Quand j'étais jeune adulte, là, j'avais une espèce de ras-le-bol. Et je me disais, parce que je perds le plaisir. Donc comment faire pour, et en fait c'est une question vraiment qui continue de me travailler et de m'habiter, comment faire pour donner envie, enfin donner des cours ou des ateliers où le plaisir est toujours présent, mais en même temps la technique et l'exigence aussi. Parce qu'a priori c'est pas évident. Enfin c'est pas a priori, c'est pas évident. C'est pas évident. Et bon, sans compter qu'après, on rentre aussi des fois dans des histoires de discipline et autres, et de se dire, voilà, si on va trop dans le plaisir, il y a quand même un côté un peu, ah, bah c'est la récréation. Ah, c'est pas ça non plus. Sinon, moi, je suis pas là. Et en même temps, voilà, comment donner des points de technique sans en faire une nécessité. C'est tout un questionnement assez complexe. Et là, je me dis, alors, donner certaines petites choses techniques, savoir, mais c'est plus une histoire de comment se tenir, la relation à l'autre, se rendre compte qu'on est soit tout seul, mais aussi qu'on est avec les autres et à l'intérieur d'un groupe, l'espace, savoir où on est dans l'espace, ce qui est avec les enfants très complexe. Même s'il y a toujours la magie, quand on fait des spectacles, il y a quelque chose d'assez magique qui se met en place, et en règle générale, ils y arrivent très bien, ils se débrouillent très bien et ils font les choses alors qu'avant c'était un peu le droit. Moi ça m'est déjà arrivé de faire des spectacles avec des enfants en extérieur et un groupe d'enfants mettre le public à l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes là et faire des trucs là. Et bien ça marchait quand même. Parce qu'elles sont restées, voilà, et puis après, c'était juste un petit moment, après elles ont rebasculé. Mais comme elles s'étaient assumées, ça l'a fait quand même, quoi. Quelque part, elles étaient malgré tout dans l'espace, même si elles étaient un peu perdues. Et voilà, c'est plutôt donner ce genre de choses que de transmettre ces idées-là. Après, l'histoire de la densité, du travail interne, qui pour moi sont quelque chose d'assez essentiel, ça vient avec un peu plus de maturité. Parce que si il y a des exercices où on trouve ce genre de choses assez rigolos, des choses magiques sur l'écoute. Les enfants sont assez séduits. Par exemple, ça on peut le faire avec quelqu'un. Ça c'est des exercices super simples. On se tourne le dos. On essaye juste de se brancher, comme on dit, et on essaye de se dire, on se retourne en même temps. Et s'il y en a une qui se retourne et que tu sens que ça se retourne, bah tu te retournes, d'accord? Et si on se trompe, c'est pas grave. Voilà, elle s'est retournée. Ça marche à tous les coups. Enfin, presque à tous les coups. Après, on peut faire un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on sent... Voilà, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace et que vous êtes là. Et on sent le corps de l'autre, c'est ça, on perçoit le corps de l'autre. On sent. C'est tout. Donc ça, avec les enfants, on peut le faire. Ça marche. Alors après, évidemment, en règle générale, mais même ça, avec les enfants et les adultes, ce qui se passe, c'est qu'à bout d'un moment, comme ça marche très bien, ça fait plus. Et on rentre dans un rythme, on n'est plus dans la sensation. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a besoin d'une écoute et d'un silence, parce que s'il y a beaucoup de bruit, donc quand on est très nombreux, quand il y a beaucoup d'enfants, tu leur apprends à écouter finalement aux enfants.
Oui, mais on fait ça, puis le moment d'après, quand ils doivent danser ensemble, ils font pas le lien. Donc, voilà, c'est tout un tas de petites choses comme ça. Ça servira ou pas, je ne sais rien en fait. Mais voilà, c'est de se dire que tous les cas, il y a c'est possible. C'est pareil, de faire beaucoup d'exercices ensemble, beaucoup d'exercices les yeux fermés. Alors avec les tout petits, c'est compliqué parce que nous, ils ont du mal à faire regarder les yeux fermés, mais plein de choses comme ça. Sur les sensations et sur le fait que, bah oui, l'écoute, les ensemble, et puis savoir qu'on est soi, et puis se placer dans l'espace. Et puis le corps, connaître mieux son corps. Très bien. Encore une question pour Marianne avant que vous parlez. Marianne, Si vous voulez, je peux juste montrer, pour finir, des images d'enfants, parce que c'est joli. ça c'est gorge. Voilà, ça c'est le spectacle. Ça c'est le dernier que j'ai fait avec Pierre, où je faisais une aveugle et je dansais avec les yeux fermés, c'était bien. Et voilà, ça c'est l'enseignement. Donc ça c'était avec la compagnie de Pierre, on a été en Afrique même pour faire danser des jeunes là-bas. Et puis ça c'est plus récent, c'est avec les enfants. Voilà. Donc le studio, dans les improvisations et puis dans les petits spectacles. Donc effectivement c'est un peu différent le travail en studio où on improvise, on cherche, et puis le travail en spectacle. Et puis du coup j'essaye de développer parce que pour moi en fait l'enseignement, même si je m'étais dit que je ne serais jamais enseignante à plein temps, donc je continue à chercher à faire des chorégraphies, moi, parce qu'il y a aussi une histoire d'âge qui rentre en ligne de compte, auquel on ne peut pas échapper. Donc forcément, plus on vieillit, plus c'est dur de danser. Voilà. Et plus c'est dur d'être désiré par les autres, ça aussi. Voilà. C'est pas mon cas. Non, mais pour être en spectacle. Et donc après le truc, c'est là où c'est bien d'être chorégraphe. C'est très sympa ça. Chorégraphe dans le sens de faire ses propres spectacles, évidemment. Donc ça viendra peut-être. J'y pense. Vous avez des projets? Oui, il y a un projet, donc un spectacle qui tourne, qui s'appelle L'Impatience, donc celui voilà. Et puis de création pure, non, mais dans ma tête beaucoup. Donc il faut que j'aille dans le studio, mais en fait après c'est la difficulté, c'est d'être toute seule. Moi j'ai toujours travaillé en partenariat parce que j'aime le ping-pong créateur. Donc, mais je pense que ça viendra quand même. Et premier sujet important que j'ai envie de travailler pour les enfants, donc faire un spectacle pour enfants. Le texte. Corps et texte. Je n'ai pas du tout. Ouais. Non. Non mais si, j'y ai pensé. Ma maman est écrivain, elle écrit des contes, donc forcément j'y ai pensé. Mais ça serait en deuxième temps. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, j'y ai pensé. Et un travail sur la reconversion du danseur. Ah oui. Parce que c'est un thème qui n'est pas du tout abordé, et donc les danseurs doivent se démerder. Pour être... c'est un peu grossier, mais c'est vrai, c'est comme ça. Donc effectivement, chacun trouve sa façon et tout ça. Donc il y a des danseurs et des chorégraphes qui ont dansé très vieux. Cunningham, il est mort sur scène quasiment. Enfin, il était complètement... Il avait l'arthrose partout, il était complètement déformé, et il dansait encore. Mais c'est vrai que voilà. Donc ça, je me dis, je ne sais pas sous quelle forme, mais peut-être un jour ça viendra. Ok. Donc, merci beaucoup. Vous avez compris au cri du cœur d'Andrés Montalbán que c'est l'époux de notre danseuse, notre sculpteur est marié à notre danseuse. Voilà, et c'est leur petite fille qui est là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. T'as bien fait de venir quand même. Ouais. Non mais parce que ça m'a fait faire un travail très énorme. Enfin énorme. Une espèce de retour en
partenariat et de faire tout un bilan de tout ce qu'on a fait, qui est assez costaud. Merci en tout cas. Au mois prochain alors, Le 6 mars, ce sera 2 comédiens, Marie-Christine Baron